Avez-vous pensé à cette chose suivante? C'est que coronavirus, c'est le virus de la couronne. Et quand on sait que les virus, ce sont des agents de nettoyage, est-ce que les virus ne seraient pas là pour nettoyer notre couronne et nous inviter à reprendre notre souveraineté? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi, la conversation numéro 30 que je publie ce lundi 16 mars 2020. J'enregistre la vidéo ce dimanche 15, il est déjà très tard le soir. Je suis toujours en Argentine et ceux qui font partie de ma chaîne privée, vous avez certainement vu la 6e vidéo entre nous, qui est une vidéo que je réserve aux membres de ma chaîne privée, où vous m'avez vu en colère. Et je présente mes excuses à ceux qui, dans la chaîne privée, se sont sentis engueulés. Accepter le fait que ma colère est surtout liée au fait que cela fait 30 ans que je prévois que les moments que nous vivons actuellement arrivent. Et là, je suis sous le choc comme beaucoup d'entre vous, dans la mesure où cette dictature que je pressentais arriver, parce que ça fait plus de 30 ans, 35 ans que j'entends parler du nouvel ordre mondial, que j'entends parler de cette volonté de créer un gouvernement mondial avec un dirigeant pour le monde entier, avec un système de contrôle absolu, avec un ministre de la Santé qui en fait prendra la tête de l'OMS, avec un ministère de l'armée, etc. etc. Et c'est clair que je suis passé par beaucoup de colère, qui a été suivi par beaucoup de tristesse de voir ce qui était en train de s'effriter. Beaucoup de tristesse de voir en fait que en quelques jours, toute l'économie réelle, là je ne vous parle pas de la bourse, je vous parle de l'économie réelle, est en train d'être mise à mort, tout simplement. Beaucoup de désespoir aussi, beaucoup de désenchantement, enfin bon, je suis passé vraiment par toute la gamme des émotions désagréables et puis, plusieurs personnes de la chaîne privée m'ont transmis une vidéo, un podcast plutôt, d'Isabelle Padovani, qui est une femme que j'aime énormément, que j'apprécie beaucoup pour son intelligence, pour son sens de l'humour, pour sa profondeur. Enfin vraiment, Isabelle, je ne sais pas si tu m'entendras, mais en tout cas, si certains d'entre vous connaissent Isabelle, dites-lui que j'ai parlé d'elle parce que j'ai énormément de gratitude pour toi, Isabelle, parce que ce que j'ai entendu de toi m'a permis de me rebrancher à ce qu'il y a de meilleur en moi. Et pour ça, j'ai énormément de gratitude vis-à-vis de toi. Et finalement, ce sera cela, la thématique de cette conversation du lundi 16 mars 2020. C'est de voir comment nous pouvons retrouver notre souveraineté. Et Isabelle le disait elle-même, vous aurez d'ailleurs sous cette vidéo la référence de son podcast. Isabelle disait, coronavirus, corona en latin, on le sait, c'est la couronne. Et dans quelle mesure est-ce que cette crise du coronavirus n'est pas une invitation qui nous est faite à nous, les êtres humains normaux, pas les psychopathes qui sont en train d'essayer de détruire le monde, mais est-ce que ce n'est pas une invitation qui nous est faite à remettre notre couronne sur notre tête? Et vous voyez, quand je vous dis ça, je ne peux pas m'empêcher de sourire parce que finalement,
je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je vous ai dites dans les conversations du lundi précédentes qui peuvent être remises ensemble, et c'est ce que je voudrais faire avec vous pour montrer que finalement, ce que je fais avec vous depuis fin juillet 2019 était en train de préparer ce moment absolument crucial d'un retournement et d'un enfantement d'un nouveau monde. Et je vous parle depuis plusieurs mois, en tout cas à ceux qui fréquentent ma chaîne privée, je vous parle de réenchanter le monde, je vous parle de créer un réseau de réenchanteurs. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs qui s'intitulait « Lorsque l'ombre travaille au service de la lumière », mais ne sommes-nous pas exactement au cœur de cette situation? Ne sommes-nous pas confrontés à l'ombre la plus obscure que j'ai jamais connue de mon vivant, une des ombres les plus obscures que l'humanité ait connue depuis très très longtemps? Je me demande même si l'ombre dans laquelle nous sommes en train de plonger n'est pas pire que l'avènement du national-socialisme de Hitler dans les années 30 et qui a trouvé son apogée, je dirais, dans l'avènement du nazisme et la Deuxième Guerre mondiale, avec tout ce qu'on a connu comme horreur à cette époque-là. Est-ce qu'on n'est même pas pire que à l'époque de 40-45, parce qu'il y a effectivement beaucoup plus de moyens qui sont mis en place aujourd'hui pour exterminer non pas quelques millions de personnes, qu'il s'agisse de juifs, d'homosexuels, de roms, etc. Donc, et puis tous les soldats qui sont morts à la guerre. Mais là, l'élite mondiale a les moyens d'exterminer peut-être des dizaines de millions de personnes. Rappelez-vous que Bill Gates nous avait quand même présenté en avril 2018 une simulation qui disait qu'en 6 mois, une pandémie pouvait partir de Chine, comme par hasard. Mais ça, c'est évidemment Bill Gates, c'est un voyant, hein, c'est Monsieur Soleil en fait, hein, vous ne le savez pas, mais il a une boule de cristal qui lui permet de prédire l'avenir. Et bien entendu, il n'y est pour rien dans ces affaires-là. Et il nous avait présenté quelque chose qui partait de la province de Hubei, donc de la ville de Wuhan, et en 6 mois de temps, hein, je vous le remontre à l'écran, en 6 mois de temps, nous avions des dizaines de millions de morts. Alors peut-être que c'est ça qui va se passer. Mais comme je vous le disais dans cette conversation du lundi où je vous disais que l'ombre travaille au service de la lumière, nous sommes peut-être dans une crise qui est l'opportunité pour nous de remettre notre couronne. Alors peut-être qu'on ne va pas avoir l'occasion de le faire tout de suite, demain matin. Parce que peut-être que demain matin, l'armée sera à nos portes. Peut-être que demain matin, nous allons rentrer dans une période qui nous contraindra complètement au niveau de nos libertés individuelles. Et c'est là que j'aimerais vous donner un certain nombre de suggestions, d'invitations pour vivre et pour traverser cette épreuve et cette crise. Je vous rappelle que les Chinois, toujours eux, disaient que dans la notion de crise, il y a à la fois la notion de danger, mais il y a aussi la notion d'opportunité. C'est le même idiome dans la langue chinoise, c'est qu'une crise, c'est à la fois un danger, et effectivement c'est bien ce que nous vivons, et en même temps c'est une opportunité de réévaluer. En grec, le mot crise, ça vient du verbe krinein, qui veut dire réévaluer. Donc effectivement, une crise, comme nous la connaissons actuellement, la crise du coronavirus, la crise de cette pandémie mondiale, qui est une fausse pandémie, mais qui n'est pas si fausse que ça, je vous expliquerai ça dans d'autres vidéos, mais je veux vraiment rester focalisé pour l'instant sur comment nous pouvons reprendre notre souveraineté et remettre notre couronne sur notre tête. Donc je ne vais pas me dévier de cela aujourd'hui. Krinein, ça veut dire réévaluer, c'est-à-dire que cette crise du coronavirus nous invite peut-être chacun et chacune à réévaluer les valeurs selon lesquelles nous avons vécu jusqu'à présent. Et c'est là que j'aimerais vous renvoyer à une autre vidéo, toujours de les conversations du lundi. Vous allez voir qu'en fait, il y a beaucoup de cohérence
dans ce que j'ai fait dans cette série de conversations depuis le mois de juillet, donc on en est à la 30e aujourd'hui. Souvenez-vous que je vous avais parlé des créatifs culturels, des créateurs de nouvelles cultures, et souvenez-vous que je vous avais dit, nous sommes 42% dans les évaluations, dans les pays occidentaux, à ne plus nous reconnaître dans les valeurs du monde actuel. Nous sommes 42% à ne plus nous sentir à notre place dans le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Nous sommes 42% à aspirer à des valeurs différentes que celles qui différentes de celles qui dirigent le monde actuellement et qui nous sont renvoyées par le miroir grossissant et déformant des médias mainstream, des grosses entreprises multinationales, des discours gouvernementaux. Nous sommes 42% à aspirer à un monde qui soit beaucoup plus respectueux des valeurs écologiques, des valeurs humaines, des valeurs féminines, des valeurs qui donnent une place à l'intuition, à l'invisible, au fait de prendre soin les uns des autres. Nous sommes 42% à aspirer à un monde et à une médecine qui respecte beaucoup plus la logique du corps humain, la logique je dirais du système immunitaire. Nous sommes 42% à nous rendre compte qu'on ne peut plus donner notre pouvoir aux dirigeants de ce monde, même si nous les avons élus, parce que, comme vous vous en doutez un petit peu, c'est qu'une fois que les gens sont élus, ils font à peu près ce qu'ils veulent du mandat que vous leur avez donné. Et c'est là où je vous rappelle quelque chose que je vous avais dit dès la première ou la deuxième conversation du lundi, où je vous avais parlé d'Étienne de la Boétie, qui déjà au XVIe siècle nous parlait de la servitude volontaire. Il nous disait à quel point nous, les êtres humains, nous sommes capables de nous mettre en état d'esclavage, mais volontairement, en donnant le pouvoir finalement à d'autres d'avoir du pouvoir sur nous. Et je me dis, tout ce que je vous ai raconté sur les créatifs culturels est probablement que peut-être que 80 ou 90% des personnes qui m'écoutent font partie et se reconnaissent dans les valeurs des créatifs culturels, des créateurs de nouvelles cultures. Et en même temps, j'ai envie de vous interpeller avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Je ne vais pas vous engueuler aujourd'hui comme je l'ai fait avant-hier. J'ai envie de vous interpeller et de nous interpeller avec beaucoup de bienveillance parce que je m'interpelle moi-même en disant, c'est vrai que ces valeurs, se sont-elles nécessairement traduites par des actes concrets dans nos vies de tous les jours? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que oui, on aspire à un monde plus respectueux de la nature, mais est-ce que concrètement nous avons fait quelque chose véritablement à notre niveau pour respecter la nature? Peut-être oui, peut-être non. Est-ce que nous avons fait ce qu'il fallait pour respecter la logique de notre corps, pour travailler sur nous? Est-ce que nous avons fait ce qu'il fallait pour avoir de la bienveillance les uns vis-à-vis des autres, pour redonner une place de choix aux valeurs féminines, aux valeurs de l'intuition, aux valeurs de la sensibilité, aux valeurs de donner je dirais, une place véritable à tout le domaine de l'invisible? Est-ce que nous nous sommes engagés dans nos communautés pour transformer le monde, pour réenchanter le monde? Ou est-ce que c'est resté quelque chose qui est resté au niveau des valeurs, mais sans passer à travers des actes? Et ce que je trouve génial dans ce que nous sommes en train de vivre, si je reprends la proposition d'Isabelle Padovani que je partage complètement, vous savez, je ne vous cache pas que ça fait pratiquement 40 ans que j'aspire à ce que le monde tel qu'on le connaît s'écroule, s'effondre. Je ne sais pas si vous avez déjà fantasmé sur le fait que ce monde qui marche complètement sur la tête, où plus il y a de la médecine, plus il y a des gens malades.
un monde où on vaccine de plus en plus les enfants, de telle sorte qu'on crée de plus en plus de maladies chroniques, de cancers, de maladies dégénératives, de maladies auto-immunes, d'autistes, etc. Et en plus, on se fout de notre gueule parce qu'on nous dit il n'y a aucune preuve scientifique qui fait le lien entre le vaccin de la rougeole et l'autisme. C'est se foutre de la gueule des centaines de milliers de parents qui ont vu leur enfant basculer du jour au lendemain dans un autre comportement. Ils ont vu à des centaines de milliers de reprises leur enfant s'enfermer dans un monde à la suite d'une vaccination. Mais on continue à dire à ses parents, mais vous savez, vous vous trompez, votre enfant était déjà comme ça, mais vous l'aviez mal observé. Vous savez, j'ai lu il y a quelques jours en cherchant dans un site internet, vous savez ce genre de site internet où il y a plein de publicités à droite, à gauche, etc. qui essayent d'attirer votre attention pour que vous alliez cliquer. Et mon attention a été cliquée par un petit post qui disait Jeff Bezos, vous voyez qui c'est? Jeff Bezos, c'est le propriétaire d'Amazon. Jeff Bezos a battu le record de la maison la plus chère de Los Angeles, si mes souvenirs sont bons. Il a acheté une maison, il vient de s'acheter une maison pour lui de 169 millions de dollars américains. Alors, 169 millions de dollars américains, je ne sais plus combien ça fait en euros, mais admettons que ce soit 160 millions d'euros. Alors, j'aimerais juste faire un petit calcul avec vous pour ceux qui ont encore connu le système en ancien franc, enfin en franc français ou en franc belge, juste pour que vous vous rendiez compte l'indécence de ce genre de situation. 160 millions d'euros, ça représente 1 milliard de nouveaux francs français. Ça veut dire 100 milliards d'anciens francs. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens sur Terre qui sont capables de s'acheter une maison de 1 milliard de francs français, 100 milliards d'anciens francs? Vous voulez que je le convertisse en francs belges? Eh bien, c'est simple, hein, il suffit de multiplier par 40 160 millions. Donc 160 millions, si je le multiplie par 4, ça fait 640 millions, et puis je rajoute encore un zéro, ça fait 6 milliards 400 millions de francs belges. Oui, vous entendez bien, 6 milliards 400 millions de francs belges. Est-ce que ça, c'est le monde auquel vous voulez encore participer? Est-ce que c'est ça le monde auquel moi je veux encore participer? Non. Quand je vois que une bonne partie de la nature a été détruite par la pollution, par la production industrielle. En fait, on a mis la disparition d'énormément d'espèces animales sur le compte du réchauffement climatique. C'est absolument faux. Si les espèces animales ont disparu, et depuis très très longtemps, c'est à cause d'entreprises comme Monsanto, avec le Roundup, avec le glyphosate, avec tous ces pesticides, avec le DDT, etc., etc. En fait, on a détruit la nature. Ces entreprises ont détruit la nature. Est-ce que vous trouvez normal que les traders, que les banques d'affaires gagnent des milliards et quand elles se cassent la gueule, c'est encore nos impôts qui doivent les renflouer? Et moi, ça fait 40 ans, vous savez, que j'espère que ce monde, qui est un monde qui est fondamentalement injuste, où énormément de la population vit bien en dessous du seuil de la pauvreté, où énormément de personnes n'ont même pas accès ni à l'éducation, ni à l'eau potable. Quand je vois qu'il y a des milliards d'individus qui sont spoliés pour permettre à des gens comme Jeff Bezos de se payer une maison à 1 milliard de francs français ou 6 milliards 400 millions de francs belges, juste une maison pour lui là. J'avais envie depuis très longtemps que ce monde s'écroule. Parce que ce n'est pas un monde qui est juste, ce n'est pas un monde dans lequel je me reconnais. Ça fait longtemps que j'aspirais au fait que les médias s'écroulent. Ça fait longtemps que j'avais envie que tout s'écroule.
Et c'est ce qui est en train d'arriver. Alors c'est sûr que on va tous encaisser extrêmement durement l'effondrement de ce monde. Et c'est clair que des gens comme Jeff Bezos, ils ne seront pas inquiétés. En même temps, je crois aussi à la notion de karma. Et je ne sais pas ce qui va lui arriver à lui ou à des gens comme Bill Gates, qui pour moi est le plus grand eugéniste moderne de cette terre. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire eugéniste, ça veut dire quelqu'un qui souhaite l'extermination pure et simple d'une bonne partie de l'humanité. Fin de la parenthèse. Donc, nous allons tous encaisser. Quand je vois que les mesures qui ont été prises en quelques jours sont passées d'interdiction de se réunir à 5000 à des interdictions de se réunir à 1000, à des interdictions de se réunir à 250, avec fermeture autoritaire de tous les restaurants, de tous les bars, de tous les cafés, de tous les cinémas, de toutes les salles de spectacle, etc. En fait, ça veut dire que ça va complètement ruiner l'économie réelle cette fois-ci, pas la bourse. Et donc je me dis que personne ne sera épargné. Je ne serai pas épargné, vous ne serez pas épargné. Et nous allons nous retrouver dans une situation d'extrême précarité. Nous allons nous retrouver dans une situation d'extrême survie. On ne peut même plus envoyer nos enfants à l'école pour l'instant. Et j'ai décidé de publier des petites vidéos tous les jours à partir de demain probablement, si j'en ai la possibilité en tout cas, dans lesquelles j'aimerais vous expliquer les prochaines étapes de ce qui nous attend, parce que je me suis fâché sur ma chaîne privée il y a 2 jours en disant j'en ai marre d'avoir raison depuis 30 ans, j'en ai marre de voir les coups arriver depuis 30 ans. Alors cette fois-ci, j'aimerais vous partager ce que je perçois comme étant les prochains coups qui nous attendent, histoire qu'on puisse se préparer, pas qu'on tombe dans la peur, mais qu'on puisse se préparer. Parce que quand on sait ce qui s'en vient, on peut mieux se préparer. Mais c'est là où j'en viens à réenchanter le monde. Parce que si le monde s'écroule, c'est une opportunité extraordinaire de rebâtir un nouveau monde. C'est une opportunité extraordinaire de revenir à l'essentiel. Je vous disais tout à l'heure, une crise, c'est une réévaluation, c'est revisiter nos valeurs, revisiter. Mais voyez, il faudrait vraiment que vous compreniez que une valeur, ça ne vaut rien, c'est le cas de le dire, si elle ne se traduit pas en actes. Vous savez, si une de mes valeurs, ça a toujours été une de mes valeurs, ma valeur, ça a toujours été l'honnêteté. Voilà, c'est une de mes valeurs. J'en ai d'autres, mais bon. Mais comment est-ce que je manifeste cette valeur d'honnêteté ? Je la manifeste dans ma vie professionnelle en reconnaissant que je me trompe, par exemple, comme je l'ai fait avec la vidéo 26B qui a été retirée de la circulation parce que je croyais m'être trompé, mais finalement je ne m'étais pas trompé. Donc finalement, bon, voilà. Mais au moment où j'ai enregistré cette vidéo, j'avais été trompé par des faux lanceurs d'alerte qui travaillaient au service de l'élite. Bon, voilà, mais pour moi, l'honnêteté, ça se traduit par un acte qui est de dire, voilà, excusez-moi, je me suis trompé, j'ai manqué de discernement, et voilà ce que je crois aujourd'hui, mais tout ça, ça reste encore des hypothèses, tout ça, ça reste à vérifier. J'avais quand même pris la précaution de vous dire, écoutez, je peux encore me tromper, donc ça reste des hypothèses, et voyons ce que les jours prochains nous réservent. Pour moi, l'honnêteté aussi, ça se traduit lorsque je vais au restaurant, et que je reçois une note de restaurant et que je me rends compte que le serveur ou la serveuse a oublié de compter les boissons ou a oublié de compter les desserts, eh bien, ce que je vais faire, ça c'est un comportement, c'est de dire à la personne, vous avez oublié les desserts. Parce que je sais que dans certains restaurants, quand un serveur oublie quelque chose, il y va de sa poche. Or, ce serveur gagne 10 fois, 50 fois moins que moi.
Donc je ne vais pas lui faire ce coup-là en disant « Yes, j'ai fait un bon deal, j'ai pu avoir un dessert gratuitement. » Vous voyez? Donc une réévaluation, c'est de voir quelles sont les valeurs selon lesquelles nous avons envie de vivre aujourd'hui. Et j'ai envie de vous proposer d'envisager le pire scénario possible. C'est-à-dire, nous allons être tous dans les prochains jours assignés à résidence, interdiction de sortir, l'armée dans les rues. Vous savez, ça fait 6 semaines que je suis au courant qu'il y a des manœuvres de l'OTAN qui étaient prévues pour le mois de mai et le mois de juin, avec 37 000 militaires américains qui étaient sur le sol européen, soi-disant pour faire des manœuvres en cas d'invasion russe, ce qui est une stupidité complète sur le plan géostratégique. En fait, j'avais pressenti, il y a 6 semaines de ça, que le débarquement de tous les blindés, de tous les chars d'assaut américains depuis le mois de janvier-février sur le sol européen, c'était une façon de préparer la mise en quarantaine et le contrôle des populations européennes avec le renfort de l'armée américaine. Et la même chose nous attend au Canada et aux États-Unis. Mais malgré tout, je rentre au Canada parce que je préfère être chez moi, je préfère être auprès des miens et je préfère avoir les moyens de continuer à dialoguer avec vous. Moi ici, je travaille de briques et de broc dans un petit appartement que je loue en Argentine, mais voilà. Et puis, j'ai pas envie de rester en Argentine. L'Argentine n'est pas loin d'être encore une dictature, ça se sent de façon très très claire. Donc c'est clair, j'ai pas envie de rester ici. Mais donc, j'ai l'intention dans les prochains jours de vous proposer une petite vidéo tous les jours pour vous expliquer ce qui s'en vient et pour vous expliquer ce qui s'est fait et grâce à la complicité de qui les choses se sont mises en place comme elles se sont mises en place. Et j'ai vraiment envie de vous inviter à envisager le pire scénario, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants. C'est-à-dire, on est mis à résidence avec un contrôle de l'armée, avec peut-être une imposition de la vaccination, avec le déploiement de la 5G, puisqu'en fait, vous ne le savez peut-être pas, mais d'ici fin 2020, toute la France sera équipée en 5G, donc nous serons dans un four à micro-ondes permanent. Et ça, j'aurai l'occasion, dans mes petites vidéos, de vous expliquer de façon beaucoup plus claire pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup plus de détresse respiratoire que dans les épidémies de grippe saisonnière habituelles. Donc il y a peut-être moins de morts actuellement, mais il y a des conditions qui m'apparaissent de plus en plus claires, qui sont un cocktail entre le coronavirus, des vaccins qui auraient été donnés aux personnes qui ont des difficultés respiratoires et l'activation de ces vaccins par les ondes de la 5G. Voilà. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Donc, envisagez le pire scénario, avec y compris une vaccination obligatoire. Et si vous n'acceptez pas d'être vacciné, vous n'avez plus accès à des lieux publics. En fait, c'est ça qui est en train de se préparer. Vous voulez encore aller dans une salle de cinéma, il faudra que vous prouviez que vous êtes vacciné. Vous n'êtes pas vacciné, vous n'allez plus au cinéma. Désolé. Vous voulez aller au restaurant, vous n'êtes pas vacciné, vous n'irez plus au restaurant. C'est ça qui est en train de se préparer. Et à nouveau, j'espère ne pas me tromper, mais je suis quasiment certain de ne pas me tromper. Une fois que vous avez envisagé ce pire scénario, je vous invite à revenir à l'intérieur de vous, revenir dans votre cœur. Et je vous invite à le faire maintenant, quitte à ce que vous mettiez la vidéo en pause. Posez-vous la question, et puis vous mettrez en pause. Posez-vous la question, qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans mon existence aujourd'hui? Qu'est-ce qui donne vraiment de la valeur à ma vie aujourd'hui? Posez-vous cette question. Mettez la vidéo en pause, s'il vous plaît. Posez-vous la question. Prenez quelques minutes pour vous demander, ok, si tout devait s'écrouler, c'est-à-dire je perds ma maison, je perds mon emploi, j'ai plus d'argent,
où j'ai pratiquement plus d'argent. Voilà, je suis au chômage et encore, est-ce que le chômage va être capable de me payer pendant très longtemps et tout. Donc, tout le confort matériel, toutes les certitudes que j'avais, tout ça est en train de s'écrouler. Qu'est-ce qui fait vraiment que la vie vaut la peine d'être vécue? Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie? Qu'est-ce qui donne, oui, de la valeur à ma vie? Voilà, donc je vous remercie d'avoir mis la vidéo en pause, si vous l'avez fait en tout cas. Et j'ai fait cet exercice après avoir entendu Isabelle Padovani. Je me suis demandé, mais tiens, oui, Jean-Jacques, qu'est-ce qui fait vraiment du sens? Qu'est-ce qui donne de la valeur à ta vie? Et je me suis imaginé tout perdre, devoir licencier toute mon équipe, déposer le bilan de mon entreprise, revendre ma maison, ne plus être autorisé à voyager, puisque bien entendu je refuserai catégoriquement de me faire vacciner, donc ça veut dire que je ne pourrai peut-être plus jamais prendre l'avion, je pourrai peut-être plus jamais aller au cinéma alors que j'adore ça. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui donnerait encore du sens à ma vie? Qu'est-ce qui me donnerait envie de continuer à être en vie? Et je me suis rendu compte que ce qui me donnerait encore envie d'être en vie, c'est l'amitié, c'est l'amour, c'est les gestes de bienveillance qu'on peut avoir les uns vis-à-vis des autres. Vous voyez, une de mes amies québécoise qui pour l'instant est en Europe me disait écoute, je suis inquiète pour ma fille. Si ma fille rentre de Montréal pour aller dans ma maison à la campagne, est-ce que tu accepterais de vendre à ma fille quelques bûches de bois, puisque toi tu as une réserve de bois, moi je n'en ai plus chez moi, pour que ma fille puisse se chauffer en attendant que je rentre, j'espère que je vais pouvoir rentrer d'Europe. Et bien entendu, je lui ai répondu non seulement, ben oui, bien entendu, je peux lui donner tout le bois dont elle a besoin, mais en plus, écoute, je ne vais pas commencer à faire payer quelques bûches de bois ou une demi-stère de bois, ça n'a aucun sens. L'heure est à la solidarité, l'heure est à l'entraide. Et peut-être que c'est ça qui est en train de se jouer pour nous, pour vous, aujourd'hui. C'est... Vous ne trouvez pas qu'on a été dans une société qui était hyper individualiste? Chacun avec notre tondeuse pour tondre 100 mètres carrés de pelouse ou 30 mètres carrés de pelouse, mais on a chacun notre tondeuse. On a chacun notre lave-linge alors que peut-être on l'utilise 2 heures par semaine. On a chacun notre voiture alors que peut-être on utilise notre voiture un cinquième du temps. Est-ce qu'il n'est peut-être pas temps d'aller sonner à la porte du voisin, de la voisine, de faire connaissance dans ces temps difficiles et de dire on va vivre des moments difficiles et je voudrais juste vous dire, si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Et j'aimerais pouvoir faire la même chose vis-à-vis de vous. J'aimerais pouvoir vous appeler. Mais en tout cas, même si vous n'acceptez pas, moi, j'aimerais vous proposer que nous nous entraidions ici dans la rue. Et de commencer par ça. Je pense que c'est ça. Je cherchais la première étape de la création du réseau des réenchanteurs. Mais c'est peut-être ça, la première étape du réseau des réenchanteurs. C'est d'aller sonner à la porte de son voisin et de sa voisine et de dire « ça va être très dur dans les prochains mois. Et je voudrais que vous sachiez que je suis là pour vous si je peux faire quelque chose, si je peux vous aider. » Vous savez, au Québec, on a connu en 1998, moi j'étais pas encore au Québec,
ce qu'on a appelé la crise du verglas. Les Québécois s'en souviennent parce que plus d'1 million de foyers ont été privés d'électricité pendant plus de 3 semaines. Et il faut que vous sachiez qu'au Québec, tout fonctionne à l'électricité. Le chauffage, l'éclairage, les cuisinières, les pompes à eau où on va puiser l'eau à plus de 100 mètres de profondeur en dessous de sa maison. Quand on n'a plus d'électricité, on n'a plus rien. Et ça a duré pendant 3 semaines par des températures entre moins 30 et moins 40. Et il y a eu un mouvement de solidarité tout à fait naturel qui s'est mis en place au Québec et qui a fait que, à ma connaissance, personne ou pratiquement personne n'est mort de froid dans sa maison parce que les gens se sont entraidés. Les gens ont accueilli chez eux parce qu'ils avaient un poêle à bois. Leurs voisins qui, eux, n'étaient chauffés qu'à l'électricité. Mais je pense que c'est vraiment dans ce même esprit-là que je vous invite à réfléchir les prochains jours, les prochaines semaines de votre vie. Plutôt que de vous lamenter sur le fait que tout est en train de s'écrouler et tout va s'écrouler, parce que c'est clair qu'à partir du moment où le secteur de l'horeca, donc les restaurants, les bars, les cafés, etc., et l'hôtellerie ferment, ça veut dire que tous les fournisseurs de l'horeca vont fermer leurs portes aussi. La construction va s'arrêter puisqu'on ne peut plus mettre plus de X personnes ensemble dans le même lieu également. Donc finalement, à part peut-être le transport de la nourriture, tout est en train de s'arrêter. Donc en fait, tout est en train de s'écrouler. Est-ce qu'il ne serait pas temps peut-être de se dire « Waouh, là maintenant, nous les êtres humains, nous allons reprendre notre destinée en main en faisant ce que l'élite mondiale n'a pas prévu que nous faisions, c'est-à-dire nous unir. Mais pas nous unir pour aller lutter contre eux, nous unir pour nous soutenir les uns les autres. Dans ce sens-là, nous pourrons dire que nous sommes redevenus les souverains, les rois du monde. Et peut-être qu'en faisant comme cela, ça va être beaucoup plus difficile pour l'élite mondiale de nous imposer une dictature mondiale. Parce que si nous nous connaissons entre voisins, ça va peut-être être très très compliqué de continuer à appliquer cette belle règle divide ut imperat, comme disaient les Romains, les empereurs romains, diviser afin de régner. C'est ce qu'ils sont en train de faire en nous disant « restez chez vous ». C'est ce qu'ils sont en train de faire en disant « n'allez plus visiter les personnes de plus de 70 ans ». Eh bien, nous pourrions aller les uns chez les autres sans être hors la loi. Pas de regroupement de plus de 250 personnes. Et même si c'est 100 personnes, vous savez, une personne qui va chez son voisin ou sa voisine, je ne vois pas en quoi un policier pourrait vous arrêter et vous donner une amende parce que vous allez voir votre voisin, votre voisine pour lui proposer votre aide et votre soutien. Mais en faisant cela, vous êtes en train de désobéir à la loi martiale qui est en train de s'installer partout. C'est ce que je vais faire en tout cas en ce qui me concerne. À part continuer les conversations avec vous, je pense que dans les prochains jours, je vais vous offrir aussi, c'est un petit programme que je venais de préparer et que j'avais l'intention de vendre, mais je vais vous offrir un petit programme pour vous apprendre à ne pas être envahi par vos émotions, pour être capable justement dans la tourmente de vous réaligner, de vous réaligner, de vous refluidifier intérieurement. Ça, c'est ce que je vais faire vis-à-vis de vous, mais ce que je vais faire aussi, c'est aller voir mes voisins que je ne connais pas dans ma rue et leur dire « on va se tenir les coudes, on va se tenir ensemble,
En tout cas, dès que je serai rentré, parce que là, j'attends de pouvoir rentrer d'Argentine. J'en ai encore pour quelques jours parce qu'il n'y avait aucun vol récent, je dirais, très très vite. Donc, je suis encore coincé pour quelques jours ici en Argentine. Voilà mes amis, ce que je voulais vous dire. Si cette vidéo vous a touché, eh bien, je vous invite d'une part à la partager le plus largement possible. Je pense que nous avons plus que jamais besoin d'entendre ce genre de discours et de nouveau, je remercie énormément Isabelle Padovani de m'avoir ramené dans mon propre cœur et de me dire mais qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie ? Est-ce que c'est les choses matérielles que je suis en train de perdre, peut-être y compris mon entreprise, ou est-ce que c'est les choses qui donnent du sens à ma vie, qui font que ma vie a du sens? Et ce que je vous invite à faire aussi, c'est à continuer à vous inscrire, à rejoindre ma chaîne privée. On est bientôt 30 000 sur cette chaîne privée, et c'est vraiment cette chaîne privée, c'est le lieu où je suis en train d'élaborer avec un certain nombre de personnes les premiers éléments de structure du réseau des réenchanteurs. Et j'espère sincèrement que nous allons réenchanter ensemble ce monde de façon totalement non violente, à travers l'amour, à travers l'amitié, à travers la solidarité, à travers la bienveillance. Et je compte vraiment sur vous pour que vous aussi, vos comportements reflètent maintenant vos valeurs.